J'aimerais dire que cette session a été construite d'une forme parfaite selon les coïncidences des tempistiques mondiales, mais ce n'est pas le cas. Nous avons une conversation maintenant dans des circonstances vraiment importantes. Selon ce que nous avons mentionné depuis l'année passée, les fondamentaux mondiaux, nous savons que nous avons eu des changements internationaux. Nous voulons essayer de comprendre avant tout ce qui est en train de se passer à niveau mondial et nous allons parler aussi des conditions, des facteurs à tenir en considération pour l'avenir. Et avec cela, Jonathan, je te passe la parole peut-être. Oui, merci beaucoup, William, pour m'avoir invité avant tout. Nous avons beaucoup de personnes présentes ici. Et bien sûr, il est important aussi de souligner la relevance de ce type de conversation l'année passée, mais surtout maintenant. Et si nous voulons nous extraire du cas du Venezuela pour un petit instant, nous pouvons quand même parler des enjeux géopolitiques internationaux mondiaux de la situation actuelle qui relance un peu la conversation d'aujourd'hui. Avant tout, je veux mentionner le fait que le paysage géopolitique international est clairement différent depuis qu'on le considérait dans la réunion de l'année passée. Nous avons un sentiment de responsabilité par rapport à ce qui est en train de se passer. Nous parlions de Pax Americana, cela est mort. Et on peut le dire, les États-Unis a mis un point final à beaucoup de relations d'un certain type d'intérêt. Cela est la posture de l'administration actuelle. Cela est vraiment clair par rapport aux stratégies de la sécurité nationale, mais aussi par rapport à tout ce qu'on va mentionner aujourd'hui. Au deuxième lieu, la Chine est en train de remplir ses lacunes avec son état des puissances. Il s'agit d'une machine vraiment forte qui peut combler certaines fractures, mais pas seulement. La Chine peut aussi s'élever comme leader à niveau mondial et a les compétences pour le faire. Et donc, troisième point que je veux mentionner, les personnes croient maintenant dans ces diversifications ou cette bipolarité. Moi, je ne pense pas que cela est correct. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une structure, d'un système vraiment fracturé. Donc, nous avons des collisions. C'est comme si personne savait de quel côté de la rue il faut conduire. Et cela a une raison. Nous avons joué le même jeu dans les dernières 40 ans. Nous avons beaucoup de dépendance de la Chine et des États-Unis entre eux, entre autres. Donc, nous savons qu'il s'agit de sujets importants dans l'économie mondiale. Et donc, les niveaux de dépendance de ces pays, nous savons que euh, tout ce qu'on a chez nous, ben, au moins le 20% est de la Chine. Donc, il faut comprendre cette posture. Cela euh, coûte beaucoup et c'est pour ça que le paysage international, on en parle beaucoup. Il y a beaucoup de ramifications, il y a des restrictions aussi, des références par rapport au mur, à petites limites. Mais le but est le même, la situation est la même et c'est pour ça que
la différence entre la Chine et les États-Unis est plus grande par rapport au passé, au moins par rapport à 2023, 2024. À chaque année, la Chine a pris du pouvoir. À la différence entre les États-Unis et la Chine est augmentée et c'est pour ça que nous parlons de bipolarité ou de deux pôles. Et cela a des conséquences par rapport au LATAM, à l'Amérique latine. Je veux mentionner certains éléments par rapport à ça, mais je vais laisser ça pour plus tard aussi. Je pense qu'il y a quelque chose de vraiment intéressant par rapport au monde fracturé, surtout mené par les États-Unis qui veulent des des postures beaucoup plus fortes et puissantes par rapport à ses voisins. Mais voilà, deux choses importantes pour l'Amérique latine. Avant tout, le dollar a perdu du pouvoir et va continuer à perdre du pouvoir à des formes constantes. Et nous savons qu'en Amérique latine, eh, nous considérions le pouvoir la monnaie, mais dans ces cas, nous savons que le dollar est en train de perdre son pouvoir. Donc, cela est très important pour le Mexique, la Colombie, entre autres. Et surtout les matières premières. Cela est revenu, est très important maintenant à nouveau. Cela, nous savons que a été le catalyseur de tout ce qui est en train de se passer et tout ce qui s'est passé dans les dernières semaines. Et donc, avant tout, les pays veulent se battre beaucoup plus, avoir des combats entre les pays, et cela est sur les matières premières. Et deuxième, des formes euh, euh, plus légères, plus cachées, mais existantes, les pays avant voulaient accumuler beaucoup tout ce qui était avec un étiquette États-Unis. Et donc avant, on utilisait cela dans des périodes de crise pour acheter les matières premières dont on avait besoin, les biens, voilà, tous les premiers biens, les nécessités. Cela n'est plus le cas. Maintenant, on achète directement les matières premières. On achète l'or, on achète euh, d'autres matériaux. Et la raison pour cela est que ce que on peut acheter avec un gramme d'or, on peut acheter du pétrole, par exemple, avec des chiffres vraiment différents par rapport au passé. Et cela est un procès lent, mais il existe. Donc, bah, cela est très important pour l'Amérique latine. Je pense que je vais m'en arrêter là. Oui. Après avoir été partie de ces panels dans les derniers 15 ans, je sais que je ne peux pas ne pas être d'accord avec mes collègues ici. En continuant ces processus de réflexion, je pense que un élément important dans ma carrière est que beaucoup des parties prenantes, les banques, les investisseurs, se basent dans une structure où les États-Unis ont le pouvoir. Nous avons été là, nous savons le moment de la globalisation, la période de augmenter et améliorer la qualité de certaines choses. La prospérité augmente, on coupe des coûts à niveau entrepreneurial et tout cela est en train d'être mis en question. Donc, la valeur du dollar, les matières premières, l'inflation. Et ça, c'est pourquoi la raison pour laquelle les matières premières sont en train d'être chaque fois plus chères, le prix augmente. Donc, tout cela met beaucoup de la pression sur les problématiques fiscales et cela a des impacts, les dynamiques d'inflation, mais aussi ce que nous voyons maintenant est que les pays sont forts, qui ont des problématiques fortes à niveau domestique, ne se préoccupent pas autant de ce qui est en train de se passer à niveau mondial. Nous entrons dans une période de prévalence de ce type de cas. Et donc, cela
met en difficulté les personnes qui doivent créer des prévisions par rapport au marché futur des travail, mais pas seulement, parce que dans les derniers 3, 4 ans, nous devons penser aux impacts de tout ce qui s'est passé dans le passé, donc dans les derniers 4 ans. Qu'est-ce que je veux dire avec ça? Les pays de l'Amérique se montrent plus résilients de ce que je pensais. Moi, j'aurais dit que dans le passé, la vitesse, les pouvoirs de certains pays de l'Amérique du Nord allaient être négatifs, mais maintenant, ce n'est plus le cas. Aussi, l'autonomie des banques centrales nous préoccupe, mais honnêtement, euh, moi, j'ai vécu 25 ans depuis ma naissance dans un pays sans autonomie de la Banque centrale et j'ai survécu. Et donc, je pense que nous avons des perspectives importantes à considérer. Cela ne nous encourage pas autant qu'avant, mais nous savons que nous allons survivre à cela comme être humain. Donc, je pense que nous sommes dans une période de temps dans laquelle nous ne savons pas comment le futur va paraître. Nous ne savons pas comment le monde à quoi ça va ressembler après le mandat Trump. Donc, les démocraties néolibérales du monde pourraient bouger vers le système des Nations Unies Bretton Woods. Même avec cela, il va y avoir une certaine organisation, une certaine structure avec les États-Unis, avec l'Australie, avec le Japon, avec la Corée, avec le Canada. Euh, Nous savons que ils ont tous beaucoup d'intérêt dans la coopération de l'Amérique latine. Moi, je n'ai pas participé dans les projets du rapport au-delà de la construction Beyond the Build, mais cela a été vraiment bien fait. Et donc, ça me fait penser au rôle du Canada en Amérique latine dans un monde dans lequel l'usage des ressources, l'usage de la situation géopolitique a changé. Je pense que nous sommes dans un moment dans lequel j'ai plus des questions que des réponses. Les entreprises vont devoir montrer beaucoup de flexibilité. Nous devons vraiment prêter attention à certains processus qui nous ont menés où nous sommes maintenant. Je pense que je vais m'en arrêter là. Oui, merci beaucoup. Est-ce que je peux juste ajouter une petite anecdote? Et ce qui appartient au monde des banques vont être d'accord avec moi. Ben, une petite anecdote, il y a 10 ans, une entreprise de pétrole est venue chez nous. Ils avaient exporté tout par rapport avec l'Inde et la Chine. Ils étaient préoccupés par rapport aux risques géologistiques. En d'autres mots, beaucoup de choses peuvent se passer avec les produits qui sortent de l'Inde. Il y a beaucoup de blocages, des problèmes de processus, voilà, de logistique. Donc, nous avons considéré les mêmes fournisseurs en Argentine, en Brésil, au Mexique, et le prix était tellement plus haut en Amérique latine qu'ils ne pouvaient vraiment pas combler la différence. Même avec les plus hauts pourcentage des risques, ils ne pouvaient pas répondre à la différence des prix. Bah, ils sont revenus chez nous 10 ans plus tard parce que ils ne travaillent plus dans un monde dans lequel il y a qu'une planète dans laquelle ils doivent trouver des produits. Ils doivent penser maintenant à la politisation, au processus de politisation. Et donc, cela est, est en train de se passer partout dans le monde. Cela est, est quelque chose par rapport à laquelle l'Amérique latine peut profiter vraiment et pas seulement. Cela va casser l'inflation, les structures d'inflation. Nous sommes cette idée, ce rêve d'avoir l'inflation à 1% est vraiment un rêve. Et donc, cela pourrait se montrer négatif pour les marchés émergents, mais en même temps, nous devons faire une séparation, une clarification. Maintenant, nous avons des pays type Colombie
contre Paraguay. Donc, ça pousse les leaders, les leaders de ce type de pays à chercher la sécurité légale. Donc, je pense que ce n'est pas vraiment négatif pour les marchés émergents, mais ça change quand même les marchés financiers, les inflations dans le monde, etc. Donc, merci beaucoup, Eric, à mentionner cela et à parler aussi de l'échelle mondiale. Pardon, nous avons des problèmes avec l'audio pour les personnes en ligne. Donc, si on peut passer à parler euh, beaucoup plus près du micro, s'il vous plaît. Alors, Eric, est-ce que vous pouvez nous parler des fondamentaux et quelle est la place de l'Amérique latine? Bon, cela va dépendre de la perspective qu'on prenne du point de vue du marché mondial. Nous voyons un changement dans le système que nous n'avions pas vu au cours de 45 dernières années dans l'ordre de la Seconde Guerre mondiale. Les États-Unis maintenant ont les tarifs douaniers le plus élevés depuis les années 30. Vous avez des grands exportateurs vers les États-Unis, y compris le Canada et les pays de l'Amérique latine, qui maintenant doivent chercher d'autres alternatives. Nous voyons aussi une grande diversification du marché parce que les gens commencent à chercher d'autres espaces et nous voyons maintenant avec le premier ministre Kearney et les sauvegardes qui ont été prises, c'est que la plupart des produits qui étaient fabriqués en Asie, envoyés aux États-Unis, ne sont plus envoyés aux États-Unis. Et maintenant, vous voyez donc des réductions dans l'Asie du Sud-Est, de l'Amérique latine et au Canada. Et ce qui se passe, c'est que les secteurs locaux de production disent au gouvernement, vous devez mettre de sauvegardes et les ramifications d'avoir à construire un marché mondial diversifié, eh bien, nous montrent qu'il y a une fragmentation importante. Cette réalité, nous devons l'affronter. Mais nous devons euh, agir avec précaution parce que lorsque l'ancien président Bolsonaro au Brésil a été culpabilisé d'avoir soutenu les efforts pour fausser les élections. Le président Trump a dit il est mon ami et maintenant il a une réduction dans les tarifs douaniers. Alors, il y a une liste de produits dans le système où seulement 42% des exportations aux États-Unis sont en fait sanctionnées, car ils ne veulent pas imposer des tarifs douaniers aux jus d'orange, par exemple, ou aux entrants de minerais dont ils ont besoin pour leurs fertilisants. Donc, une partie des raisons pour lesquelles le Canada n'a pas subi des traumatismes majeurs par rapport au CUSMA, par rapport aux processus qui ont été imposés, c'est qu'en mars 2025, il a été accordé, surtout Donald Trump a déclaré qu'il y allait avoir des assumptions des biens qui avaient été imposés en tarif dans les termes de CUSMA. Et lorsque vous regardez les tendances de la migration, vous voyez que la migration, les flux migratoires sont un problème partout en Amérique latine. Pour ceux qui les reçoivent, ceux qui les envoient ailleurs, il y a des réactions de certains leaders qui soutiennent les actions au Venezuela, qui peuvent prendre cette perspective. Vous voyez, par exemple, en Europe et aux États-Unis, avec la montée du populisme, vous voyez donc plus attention accordée à la migration. Et cela a un effet en Amérique latine, un effet divers, dans le populisme est mauvais pour tous les gouvernements. Et ce n'est pas une tendance en faveur des institutions. Et nous pourrions dire beaucoup de choses en toute certitude.
c'est que les bonnes institutions donnent au pays un taux de survie et plus de prospérité que on l'aurait avec une vision populiste. Donc, une partie de la population s'est fixée sur cette orientation et cela va continuer à porter atteinte à l'Amérique latine et à d'autres régions du monde aussi. Merci beaucoup, Eric. Euh, Solange, parlons de l'éléphant dans la salle. Comment cet encouragement au Venezuela peut changer le calcul politique fait en Amérique latine? Comment pensez-vous que cet événement va impacter le monde ou pas? Bon, ce qui s'est passé au Venezuela le 3 janvier nous montre combien les États-Unis pensent à sa région, comme sa région d'influence, comme nous l'avons vu en novembre dans la stratégie du Conseil de sécurité en novembre. Ils ont dit que l'hémisphère occidental leur appartenait. Donc, ils travaillent pour faire en sorte que cette stratégie devienne une réalité. C'est la première chose à dire. C'est la première chose que nous pouvons constater. Mais la deuxième, c'est que Donald Trump ne va pas faire ce qu'il a dit qu'il ferait. Parce que parfois, un jour, il parle du Venezuela, il a commencé à en parler, il a lancé toutes ces attaques dans la mer des Caraïbes à l'encontre de ces bateaux, ces vaisseaux. Et on a pensé, bon, peut-être nous allons voir de soldats sur Terre, une incursion des soldats. Mais nous avons vu dans les médias, c'est que il y avait peu de probabilités. Certains disaient qu'il n'y avait pas de fortes probabilités. D'autres disaient que plus ou moins, d'autres s'en doutaient. Mais à la fin, cela est arrivé. Pourquoi? Parce que nous devons analyser Donald Trump à partir d'une logique, nous l'avons analysé à partir d'une logique plus ou moins rationnelle, mais nous devons changer cette approche. Oui, il a parlé des arguments économiques, il a dit qu'il y avait la question du pétrole et des sociétés, des compagnies pétrolières, mais à la fin, il s'agit d'une chose d'idéologie. Il a fait donc toutes ces déclarations à propos du Venezuela, du Groenland, mais nous voyons en réalité un populisme qui est lié à un récit nationaliste. Et pour revenir à ce que Eric disait, oui, je m'inquiète pour ce qui se passe dans le monde au niveau du populisme, mais c'est encore plus préoccupant lorsque vous les mélangez à un récit nationaliste. Parce que ces récits nationalistes, cette idéologie, et ceux qui euh, donc et a des répercussions à Washington sur d'autres nationalistes. Donc la question du Venezuela, des sociétés pétrolières, de ExxonMobil, de ce qui va se passer après, ils vont dire oui, c'est possible d'investir au Venezuela, mais cela va prendre beaucoup de temps, beaucoup d'argent, et peut-être ça ne les intéresse pas. Alors, les raisonnements économiques n'ont pas de base. Hein. Alors, quelle est la logique derrière tout cela? C'est une question d'idéologie. Et à la fin, euh, dans le cas du Venezuela, par exemple, ce n'est qu'un exemple de ce qui pourrait arriver après. Nous devons penser à Donald Trump comme un nationaliste populiste et nous devons essayer de l'analyser d'abord dans son récit et ensuite utiliser les raisonnements économiques. Et nous allons voir que beaucoup de ce qu'il a dit au cours de ces dernières années, lors de son premier mandat, maintenant dans son deuxième mandat, eh bien, ne pas, non seulement logique, mais il est pratiquement impossible de le justifier. Voilà. Merci beaucoup. Merci Solange. Merci Gustavo d'avoir patienté jusqu'ici. Alors, le Brésil a une taille beaucoup plus grande.
sa diversification économique le fait moins dépendant des États-Unis. Le président Lula a été très clair là-dessus. Il a parlé des événements du 3 janvier au Venezuela. Alors, au Brésil, quelle est la perception de cette incursion au Venezuela? Euh, et comment se positionne le Brésil par rapport aux États-Unis, par rapport à la région? Merci de l'invitation. Bon, je pense que ce qui s'est passé le 3 janvier a changé la donne parce que nous parlons du fait qu'il s'agit d'une première intervention de ce type depuis Noriega, depuis l'invasion au Panama, mais cela va au-delà. C'est un événement sans précédent en Amérique du Sud, parce que lorsque nous parlons des interventions des États-Unis en Amérique latine, les États-Unis étaient un peu plus directs en Amérique centrale et moins en Amérique du Sud. Donc, les décideurs de politique nous ont parlé de quelques gardes à vue parce que le Venezuela a une extension territoriale très importante qui s'étend de milliers de kilomètres et cela est préoccupant. Ce qui se passe au Venezuela, et je ne suis pas d'accord avec la dictature de Maduro, pas du tout, mais ce que Maduro a fait a été donc un coup de force euh, où la force fait la loi. Et c'est vraiment préoccupant. Le Brésil, en raison de son économie, de sa taille, serait beaucoup plus difficile d'intervenir de la part des États-Unis. Et nous allons avoir des élections à la fin octobre cette année. Et le président s'est fait ceci. Comment le mouvement MAGA va essayer d'étendre son influence en allant jusqu'au Brésil et continuer d'avoir ce récit à l'aide de ces informations fausses pour façonner ce qui pourrait se passer. Mais le fait que Lula et que Trump aient une bonne relation personnelle, eh bien, rend les suppositions un peu plus compliquées maintenant. Et Marco Rubio et d'autres décideurs politiques aux États-Unis sont beaucoup plus proches de la droite brésilienne. Il y a beaucoup d'incertitudes, en tout cas. Il y a aussi le fait que ce qui s'est passé au Venezuela va à l'encontre de toutes les tendances de la politique étrangère du Brésil. Mais il est difficile de réagir, ne serait-ce que en faisant quelques déclarations. Et il faut savoir que les États-Unis sont les récipiendaires principaux, et l'un des récipiendaires principaux de nos exportations. Alors, beaucoup de nos exportations ont été exemptées des tarifs douaniers, mais il y en a dans les secteurs de fabrication et cela a eu un impact sur l'emploi depuis leur mise en application en août. Donc, nous sommes dans un moment marqué par l'incertitude. Et, et en plus, c'est une année électorale et cela pourrait aggraver les choses, mais en tout cas, nous sommes nous devons nous attendre à un 2026 assez mouvementé et comme nous l'avons pu voir en début d'année. Merci beaucoup. Oui, vous avez soulevé la question des élections. Quelles seraient les implications pour le Brésil? Et dans le prochain segment, nous allons parler aussi du Canada, de l'Amérique latine. Oui, bien sûr, nous avons toujours la tendance à mélanger tous ces domaines et nous savons qu'il y a des répercussions au Venezuela importantes. Nous savons que les choses se passeront plutôt mal en Amérique latine. Certains le disent, mais ce n'est pas nécessairement le cas pour toute la région. Premièrement, Maduro
et le régime vénézuélien ont eu vraiment une très mauvaise répercussion sur le continent, sur la région. C'était comme un cancer, hein. Et lorsque vous, et je vais vous parler ultérieurement de comment les choses, la chose de l'extraction du président pourrait donc impacter la région. Mais je pense que comment, pour les cancers, lorsque vous éliminez la source, les choses s'améliorent. Et en deuxième lieu, la réduction de la charge sur un nombre important de pays qui ont donc absorbé 8 millions d'expatriés vénézuéliens pour des pays tels que le Pérou, par exemple, de pouvoir avoir plus de voir plus de 1,5 million de Vénézuéliens retourner dans leur pays, ce sera un soulagement. Et la deuxième chose donc, que je voulais dire, c'est que pour un pays, non seulement le cas de la Colombie, mais dans toute la région, ce sera une instruction importante. La Colombie a 6% des exportations vers le Venezuela. Et la reconstruction va coûter plus de quelques milliards de dollars. Et ce sera positif, je pense. Et il y a aussi la question de, en tournant vers la droite maintenant, après les élections, on va le voir très certainement. Je pense que nous allons voir plus de gouvernements euh, amicaux, hein, les- les- après les élections au Pérou et en Colombie. Et je te laisse donc l'occasion de faire des commentaires là-dessus plus tard, mais je, je sais qu'il y aura de meilleures perspectives et cela signifie qu'il y aura un environnement plus favorable au commerce. Effectivement, ce sont des changements, de bouleversements qui vont avoir un impact sur l'Amérique latine. Il s'agit en tout cas d'un grand changement. Oui, moi aussi, je pense que c'est très important. Lorsque les Chinois ont mis des tarifs douaniers importants aux Mexicains, ils se sont tournés vers les Américains. Et le déficit commercial de Mexique avec la Chine s'est accru. Les produits chinois maintenant ont été bloqués aux États-Unis et ils sont laissés où? Dans les pays à revenus moyens, par exemple comme ceux de l'Amérique latine. Alors nous allons voir plus de mesures de protection dans les pays de l'Amérique latine. Ce n'est pas ce que Washington veut nécessairement faire, mais leurs propres fabricants ont commencé à se sentir beaucoup plus menacés par ces exportations chinoises. Alors, je pense que nous allons voir une année des protectionnismes contre les produits asiatiques chinois dans cette région. Et c'est plutôt une coïncidence. Ce n'est pas parce que souvenez-vous, ce que les Chinois font, ils ont des grands contrats et ils donnent toute la liberté politique, tout simplement. Si vous faites possible que mes enfants aient un meilleur avenir, c'est le terme d'un contrat chinois. Et si vous ne pouvez pas créer de la main-d'œuvre pour eux, alors il y a un problème. Alors, les Européens sont plus protectionnistes que les Chinois. Ils veulent maintenir leur économie sur la base des exportations et cela va se réduire. Et le reste de l'économie est impulsé par les niveaux élevés de dette qui ne peuvent pas non plus se permettre. Alors les Chinois doivent continuer à avoir leurs usines fonctionner pour être plus productives
Et je pense que le monde, à un moment donné, va se soulever et il y aura une dynamique qui sera tout autre. Merci, John. Bon, je vais revenir à ce que vous aviez dit avant sur le commerce et les tarifs douaniers pour le Canada. Et je voudrais que l'on commence la conversation quant à la manière que le Canada va affronter ses fondamentaux. Alors, Gustavo, qui se joint à nous depuis le Brésil, quelque chose que nous avons soulevé au Canada, c'est que c'est l'accord de Canada de Mercosur. Gustavo nous a parlé de la façon dont cela a été vu au Brésil et aussi je vais donner la parole à Jean pour qu'il nous parle de la perspective canadienne. Oui, tout à fait. Lors de l'administration Lula, nous j'en faisais les commentaires de quelqu'un, de ce qui s'était passé avec les relations avec les États-Unis. Il est clair que nous devons diversifier. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'ouvrir notre économie avec d'autres pays. Rappelons-nous, par exemple, que le Brésil et l'Argentine sont les économies les plus proches du G20. Et si cet accord du Mercosur se concrétise, et j'espère que ce sera le cas. Et bon, je les croirai lorsque je verrai les, les premières exceptions de nos produits à ces tarifs douaniers. Mais pour l'instant, le gouvernement s'est tracé deux grandes priorités. La première, étendre le commerce avec l'Inde, mais aussi avoir plus de négociations avec le Canada dans le cadre de l'accord avec Mercosur et aussi plus de coopération avec l'agence bilatérale de commerce, développer des secteurs clés qui seraient bénéfiques dans l'agriculture et l'agroalimentaire, mais aussi la santé ou d'autres secteurs tels que l'industrie audiovisuelle, l'électronique, les jeux vidéo et aussi le secteur de l'information et de la technologie. Alors, ce sont des grandes priorités pour le Brésil, pour les vice-présidents, qui est aussi le ministre de l'Agriculture, de l'Industrie, et il espère que nous allons concrétiser cet accord, le mettre noir sur blanc cette année. John? Oui, à première vue, vous pouviez penser pourquoi le Canada veut avoir un accord avec le Mercosur, mais la question est pourquoi le Mercosur voudrait un accord avec le Canada? Et la réponse serait la complémentarité. J'exporte ce que vous importez, vice-versa. C'est pourquoi l'Amérique latine ne peut pas faire de commerce avec elle-même et avec la Chine, avec les États-Unis et autres. Et nous devons repenser le commerce. La raison pour laquelle cet accord de libre-échange avec le Brésil est nécessaire, c'est que nous avons d'importantes industries au Canada qui peuvent être en soutien pour les industries minières du Brésil. Elles ont besoin aussi de technologie. Elles veulent croître, étendre leurs activités. Donc, si vous avez par exemple, une perspective d'extension géopolitique, vous devez vous étendre aussi dans un pays tel que le Brésil. Cela offre des opportunités pour avoir des emplois bien payés au Canada. Pareil pour l'industrie pétrolière. Le Canada est un leader mondial en ce qui concerne la distribution du gaz et le stockage et technologie en stockage. Et le Brésil constitue un marché potentiel pour le gaz. Et une autre raison, c'est que les accords de libre-échange fournissent des règles qui protègent les exportations et les investisseurs. Je me rappelle lors de l'ASLEA, lorsque j'habitais au Mexique, les compagnies mexicaines se plaignaient parce que lorsqu'elles elles montaient une usine au nord du Mexique, les
les gens du gaz venaient pour l'imposer à un prix, pareil pour l'eau, et tout le monde avait demandé un prix différent. Et du jour au lendemain, ils ont doublé leur coût aux fabricants brésiliens. Et ils disaient, bon, maintenant, nous ne pouvons pas demander ces prix aux États-Unis parce qu'il y a un accord de libre-échange avec l'Amérique du Nord. Et je suis sûre que le ministère de l'Économie va nous appeler, donc on peut pas, nous ne pouvons pas y toucher. Mais lorsque vous avez un environnement différent comme l'Amérique latine, où les protections juridiques à l'encontre de la corruption ne sont pas mises en place, il vous donne quelques mesures de protection. Donc, voici deux raisons importantes auxquelles les gens ne pensent pas de façon immédiate, mais qui sont là. Et nous avons, avec le Brésil, une économie qui a beaucoup de force, comme l'économie canadienne. Ils ont des gros producteurs dans l'espace aérien, nous aussi. Nous pouvons nous compléter. Mais lorsque vous regardez l'industrie des services et technologies, le Brésil a besoin de notre savoir-faire et c'est pour nous une opportunité. Merci, John. Je voudrais maintenant nous centrer sur le CUSMA et je voudrais que Eric commence donc à aborder la question, faire quelques commentaires. Bon, je dirais que nous sommes à une année très intéressante. L'année dernière, nous l'avons terminée. Donc, je dirais que l'année dernière, nous l'avons terminée avec les représentants des échanges commerciaux des États-Unis qui disaient, bon, je ne sais pas. Ils disaient qu'ils pouvaient changer d'orientation, avoir une perspective plus bilatérale. Alors, nous sommes devant une année des grandes incertitudes. Et d'ici le 1er juillet 2026, il devrait y avoir une nouvelle décision euh, pour savoir si on va renouveler ou pas l'accord pour les 16 prochaines années. Si ce n'est pas le cas, nous allons passer à des révisions annuelles, des cycles de révision annuels pour 10 ans. Donc, il va falloir faire une révision toutes les années pour savoir si nous renouvelons. Et les États-Unis peut-être feront des accords bilatéraux avec le Canada, avec le Mexique, et il n'y a pas d'explication quant à la manière dont ces accords bilatéraux vont donc avoir un impact sur l'accord trilatéral. Il va y avoir quelques négociations, mais nous savons qu'il n'y a pas eu beaucoup de discussions entre les États-Unis et le Canada dans un sens strict du terme. Et le Canada commence une nouvelle année avec un nouvel ambassadeur dans un processus qui est caractérisé par l'incertitude. Alors, il est fondamental pour le Canada d'avoir un nombre de choses. Première chose, l'accord doit être trilatéral parce que lorsque vous lisez les règles d'origine et la façon dont l'extraction de produits devrait être faite, il est difficile d'avoir disons, euh, de production similaire avec des proportions différentes. Par exemple, il y a de grandes disparités entre la capacité de production du Canada, du Mexique et des États-Unis. Donc, il faut un accord trilatéral qui se concentre sur cette question. Et le Canada doit avoir également un cadre en place pour gérer ses relations avec les États-Unis. Donald Trump aime beaucoup changer les choses du jour au lendemain, agir de façon soudaine pour un peu démobiliser ses interlocuteurs. Nous devons commencer à penser au monde, non pas en termes d'amis et d'alliés, parce que c'était la tendance après la Seconde Guerre mondiale, et penser en termes de contrepartie. Tout devient une négociation. Je ne dis pas ceci en tant que critique, mais c'est le monde dans lequel nous sommes où les contreparties sont de mise et les puissances les plus importantes ont pris cette optique. Alors le Canada doit miser sur une stratégie qui lui permette de survivre à cet échange avec les États-Unis
et s'assurer que les exemptions ne disparaîtront pas. Mais ce que nous voyons en début de cette année nous permet de nous référer à Taylor Swift, l'un des poètes les plus importants américains, qui disait, est-ce que cela va durer pour toujours ou cela va partir en flammes? C'est merveilleux, merci beaucoup. Je voudrais maintenant donner la parole à Jonathan. Parce que oui, nous comprenons que les accords de libre-échange sont importants. Ce sont les échafaudages de ce qui peut être fait dans les cadres de relations bilatérales. Alors, qu'est-ce qui peut changer? Qu'est-ce que le Canada devrait faire? Et comment s'engager dans la région? Et quelles seraient les stratégies que vous allez mettre en lumière pour y parvenir? Quelles seraient les prochaines étapes, d'après vous? Bon, c'est une question tout à fait pertinente. Euh, mais je ne sais pas exactement ce qu'année 2026 va nous offrir, mais en tout cas, vous devez avoir des attentes réalistes par rapport à la portée de CUSMA, ce que l'on pourrait faire avec. Peut-être Eric, hein, qui nous a parlé déjà de quelques événements qui permettraient au gouvernement d'avoir plus de temps pour créer plus de pression et pour voir comment s'y prendre à cette approche de d'abord l'Amérique, hein, et en se tournant peut-être sur des matières premières qui ne sont pas traditionnelles. Mais en tout cas, dans le pire des cas, dans le pire des cas, donc, l'analyse qui se fait serait qu'il ne se passe rien et que nous soyons toujours dans cet état de choses. Et je pense que cela pourrait arriver, mais peut-être pas. Au Canada, et cela se relie à ce que John disait, nous devons faire un changement de mentalité massif par rapport à nos relations économiques avec les Amériques. Dans le passé, cela a été basé dans ces rôles un peu bêtes aussi de penser qu'il n'y avait pas vraiment euh, la possibilité de remplir certains intérêts, certains besoins. Ce n'est plus le cas. Donc, dans les 5 années, dans les prochaines 5 années, le Canada doit dépendre moins et être moins pareil aux États-Unis et plutôt vers le Japon euh, comme modèle. Donc, les problématiques par rapport à la pertinence économique, c'est une économie qui veut se remplir des produits des consommateurs. Nous avons lu cela euh, dans les journaux, Ericsson aussi, la stratégie que nous essayons de considérer des formes plus industrielles, et donc s'assurer que nous construisons, mais pas seulement au Canada, ce que nous devons absolument faire, mais aussi l'achat de nos entreprises dans l'Amérique latine, dans l'exploitation minière, dans l'énergie. Donc, ramener ces ressources, ces parties prenantes, ils ont un enjeu dans la complétion des projets dans l'Amérique latine. Et nous avons pas mal d'exemples par rapport à cela. Une entreprise canadienne a construit l'aéroport à Quito, en Équateur. Mais est-ce qu'ils ont eu les soutiens et l'écosystème pour considérer tous les aspects de ces projets? Probablement pas. Est-ce que, en fait, je le sais, la réponse est non. Mais si nous avions une politique
de personnes qui croient dans ces projets, qui soutiennent cela, nous aurions une approche beaucoup plus pareille par rapport à la Corée. Et donc, l'idée de soutenir les efforts internationaux. Donc, ces changements de mentalité, regarder plutôt aux éléments verticaux, les choses sur lesquelles nous savons beaucoup, et penser vraiment dans la construction des relations dans les Amériques, comme dans les années 60, les secteurs automobiles avec les États-Unis, parce que l'analogie est là. Si vous êtes en Ontario et vous êtes parti d'un triangle de production, vous touchez et vous collaborez avec 50 à 80 entreprises dans ce secteur. C'est ça que nous voulons faire. Il y a beaucoup de possibilités d'opportunités en Amérique latine. Oui, merci beaucoup, Jonathan. Merci d'avoir fait référence au rapport que nous avons utilisé. Oui, désolé, les micros à côté et près de la bouche. Merci. Donc, merci d'avoir mentionné la stratégie que nous avons euh, tous et toutes à disposition grâce à ces rapports que nous avons publiés sur notre site en plusieurs langues. Mais avant de passer à l'idée des pays, des sélections, nous devrions peut-être arrêter un petit instant la conversation pour voir s'il y a des questions en ligne ou dans la salle. S'il vous plaît. Non, pas de questions? Oui, je suis Jaime Debaki du Chambre espagnole du commerce. Une question pour le Brésil et le Canada, pour John et Gustavo aussi. Forum des Amériques, en 2024, nous avions Carlo Franco, ambassadeur du Brésil. Il a partagé l'optimisme par rapport aux technologies que le Brésil produit et fait et envoie vers le Canada. Donc, l'exemple des petits hélicoptères ou petits avions qui sont envoyés à Montréal et qui sont faits en Ontario. Donc, il parlait des les opportunités que les chambres de commerce pouvaient entreprendre dans ce secteur. Donc, une petite question pour Gustavo et John. Est-ce qu'il y a des opportunités au Brésil pour prendre les technologies du Canada? Et voilà, ça c'était juste l'exemple de l'ambassadeur. Il avait dit que le Brésil avait ses propres technologies. J'aimerais avoir un commentaire de votre part par rapport à cela. Je pense que Gustavo pourrait avoir plus d'infos spécifiques par rapport aux technologies, mais je sais que le Brésil sont forts dans des domaines comme l'e-commerce, les, le digital finance, surtout des technologies spécifiques qui ont une application mondiale, n'est-ce pas? Oui, par rapport au Brésil, le Brésil effectivement a augmenté ses relations commerciales avec le Canada depuis le 2022. Nous avons eu plusieurs sources d'exportation vers le Canada. Une grande partie de cela a été effectivement les avions, les parties d'avions, mais aussi des projets quasi terminés de faire, entre autres. Et s'il s'agit de quelque chose qui se passe aussi vers les États-Unis, nous sommes effectivement des fournisseurs pour le Canada de certains matériels. Et oui, d'autres questions? Oui, je suis Louise de la Chambre de commerce espagnole de Toronto. Merci pour votre conversation. Quelqu'un du panel a dit que la raison pour laquelle le Canada, nous avons perdu l'autre partie de la question. Là, voilà, la raison pour laquelle le Canada a tellement du potentiel dans le marché du Brésil est parce que même si nous avons les mêmes industries, le Canada
a beaucoup par rapport de technologies, de services pour les Brésil. Et donc, par rapport au Venezuela, en fait, Trump a dit que le Venezuela post-Maduro sera un pays dans lequel toutes les industries seront contrôlées à 100% par les États-Unis. Ça, ce n'est même pas la partie la plus importante. À mon avis, la partie la plus importante, elle est fait que peu importe les dividendes qui vont arriver vers les peuples vénézuéliens, cela va arriver en fait au service des États-Unis. Donc, cela dit, je me demande, qu'est-ce qu'il pense le panel par rapport aux relations du Canada vers le Venezuela dans le Venezuela post-Maduro? Bien sûr, en termes de relations commerciales et pas seulement. Ben, c'est un bon point, ce que vous soulevez maintenant. Rapidement, il s'agit effectivement d'un défi pour le Canada. Le Canada contrôle la moitié dans certains marchés du Venezuela. Et à cause de cette pression probablement le Canada va devoir acheter des États-Unis. Et nous voyons ce type de pression politique, nous le voyons au Panama, mais pas seulement là-bas, aussi au El Salvador. Les Américains sont en train de mettre de la pression, pas seulement pour ne pas acheter de la Chine, mais d'acheter leurs propres produits. Donc, je pense que nous avons plusieurs opportunités par rapport au marché où Brésil et l'Argentine, le Chili peuvent dire d'une partie de la bouche, oui, on achète du Washington, mais de la même forme, ils ont vraiment de la rage par rapport à cette pression américaine. Donc, cela va toucher ces relations commerciales. Et donc, il faut aller au-delà de la une et de voir effectivement, industrie par industrie et pays par pays, ce qui va se passer. Et nous allons avoir une diplomatie de deux côtés. D'un côté, on veut tenir le calme et la tranquillité par rapport aux relations avec Washington, mais de l'autre côté, cette rage accumulée. Et ils doivent aussi s'occuper de tous les industries et de toutes les situations. Lula n'était pas vraiment populaire maintenant et maintenant est plus populaire grâce à Trump. Et Trump met de la pression en Colombie et cela peut aider les candidats de gauche s'ils choisissent gauche et droite des candidats spécifiques en Colombie, on pourrait voir beaucoup plus de politiques de gauche en Colombie. Pas parce que les voteurs le veulent, mais à cause de cette rage vers les États-Unis et leur pression en croissance dans les derniers mois. Et donc, cela va avoir des conséquences dans le choix des candidats. Et c'est là où l'interférence des États-Unis peut avoir des reculs. Donc, une chose que je veux vraiment souligner dans le rapport bien dit au-delà de la construction que vous avez créée est la vision que nous avons depuis le Canada. Je pense que nous ne pouvons pas oublier la situation actuelle basée sur les commentaires de John avec lesquels je suis d'accord. Je parle ici de l'habilité de diversifier les services énergétiques, les services d'exploitation minière, tout ce qu'on a parlé par rapport aux industries principales. Mais nous savons que les États-Unis sont dans ces industries aussi. La différence culturelle, le marque culturel, cela joue à notre faveur. Parfois, on oublie tout cela parce que on le donne par acquis, mais nous devons commencer à utiliser cela parce qu'effectivement, il s'agit d'un point que nous pouvons utiliser pour diversifier, pour prendre une différenciation par rapport aux États-Unis dans les futurs des marchés. Il y avait un petit commentaire. Oui, Ken. J'ai aimé
le mot idiot que John a utilisé. Je pense que politiquement, c'était vraiment précis. Oui, je pense que le QI des nos membres est au moins des 80. J'ai blague. En tout cas, dans toute période, il va y avoir des hauts et des bas. Je pense qu'il ne faut pas oublier que la gravité va pousser la pomme vers le sol. Et ça, c'est toujours le cas. Les démocraties libérales vont formuler une alliance à la fin de la journée. Je pense qu'on pense tous que cela est une bonne possibilité de futur, de l'avenir. Donc, pas seulement les secteurs, les situations spécifiques. Le Mexique, je mélange ici tous les cross-références, donc les différences par rapport aux réseaux sociaux et aussi les entretiens, etc. Donc, je crois que l'inévitabilité de l'intégration des marchés des États-Unis est là et donc considérer l'infrastructure, les structures spécifiques et cela ne va pas durer. Je pense que le partenariat naturel est là et ça, c'est une des raisons pour lesquelles les, les parties prenantes étaient si fortement positionnés. Là, le Brésil, maintenant, nous ne voulons pas les consommateurs américains. Bah, en soi, c'est un partenariat naturel qui va sentir les conséquences si on ignore la réalité. Donc, nous devons avoir de la supervision par rapport au processus et revenir dans un système où peut-être le système Bretton Woods continue à se soutenir, mais ce partenariat naturel va revenir une fois qu'on passe ces moments de friction. Est-ce que je peux ajouter juste un tout petit point parce que quelqu'un a parlé du Brésil et de la popularité de Lula. Et si je peux vraiment être court dans mon intervention, mais je dirais que ce n'est pas vraiment que à cause de Trump, Lula a regagné sa popularité. Je pense que cela a aidé à pousser la position du gouvernement, mais nous devons aussi considérer que l'inflation est vraiment descendue dans les derniers mois et cela a affecté de forme positive les familles les plus pauvres du Brésil qui sont vraiment majoritaires dans le pays. Nous étions à 8% en juillet et nous sommes à 3% maintenant et cela a joué un rôle fondamental dans la popularité du président. Je voulais juste ajouter ces points-là. Oui, merci. Rapidement, si on considère une autre perspective ici, l'influence de la narrative de Trump, je pense que le fait qu'on a une influence sur la droite de beaucoup de pays d'Amérique latine, je ne suis pas sûre que cela va aider le sentiment anti-américain dans les autres pays. Je suis complètement d'accord avec le commentaire de John. Nous devons analyser pays par pays parce que, par exemple, dans le cas du Mexique, nous pouvons euh, voir une opposition au centre, mais surtout droite, par rapport à la narrative de Trump. Et cela à cause des résultats économiques contre le gouvernement Morena. Mais nous pouvons voir une opposition croissante et nous voyons aussi par rapport à ce qui s'est passé en Honduras, au Chili aussi. Donc, nous avons certains mouvements de droite qui se passent dans la région latino-américaine qui ne sont pas juste contre la narrative de Trump, mais au-delà de cette narrative. Oui, une petite chose que je pense qu'il ne faut pas oublier non plus est que nous ne savons pas comment le Venezuela terminera dans l'avenir. Nous avons plus de leaders, le système a été aboli. Donc, le Venezuela, à mon avis, n'a pas le même niveau de potentiel d'investissement qu'il y avait il y a un mois. Donc, nous devons regarder où cela arrive. Cela est essentiel. Euh, et il ne faut pas oublier non plus que au-delà de la stratégie de sécurité, etc., les
l'attention des États-Unis pour les projets à long terme n'a pas vraiment été démontrée. Et donc, par rapport aux objectifs à long terme, etc., bah, il faut considérer que nous ne savons pas comment le Venezuela va se voir dans l'avenir. Donc, nous avons plusieurs industries à considérer. À un certain moment, les États-Unis se trouvent dans une position dans laquelle on pourrait, euh, on pourrait ne plus les croire parce qu'ils continuent à appeler au loup. Et à un moment donné, peut-être, la population et la géopolitique va demander des preuves. Est-ce que vous allez effectivement faire tout ce que vous dites et menacer que vous allez faire? Donc, par rapport à l'administration Trump, ils ont vraiment un court temps d'attention par rapport à ce qu'ils veulent. Nous savons que maintenant, le gouvernement est mené par des personnes et pas des institutions. Donc, cela peut changer. Oui, effectivement. Maintenant, nous voudrions passer à la dernière section de nos perspectives politiques, hein. Et cela nous ramène à ce que Eric avait dit avant sur ces changements potentiels à la droite. Nous ne savons pas comment le Venezuela finalement va se passer. Cela va dépendre euh, des perspectives qu'on pourrait avoir. Nous pourrions voir différentes orientations se concrétiser par rapport à la façon dont le populisme pourrait aussi s'implanter en Colombie. Les ramifications du Venezuela pourraient empirer la question parce qu'il n'y aura peut-être pas de contrôle à la frontière et cela va avoir donc une dynamique vraiment, disons, difficile à prévoir. Euh, Par exemple, comment les questions pourraient changer aussi pour la Colombie par rapport à la perception de cet homme de gauche qui était perçu comme un vilain. Mais peut-être que nous pouvons passer à la dernière section et nous centrer sur les élections à venir dans différentes juridictions, ou peut-être d'autres domaines que nous n'avons pas soulevés jusqu'ici. Donc peut-être un petit survol hein, de ces questions. Pourquoi ne pas commencer par le Brésil? Nous avons parlé euh, du Brésil, n'est-ce pas? Gustave, pouvez-vous commencer à nous partager comment, d'après vous, la situation politique du Brésil va se présenter cette année? Car il y aura des élections. Oui, bon, je n'ai pas une boule de cristal, mais je pense que maintenant, les choses sont plutôt favorables hein, pour Lula. D'abord, au Brésil, nous avons une situation qui fait que de dizaines de millions de personnes dépendent du gouvernement pour joindre les bouts en matière de pension et de politique sociale. Donc, c'est la seule raison pour laquelle la dernière élection a été si serrée, parce que Bolsonaro était moins populaire par rapport à ses causes et il a presque gagné. Et Lula, qui était le politicien le plus populaire, l'a remporté. Donc, il y a eu une coalition comprenant des communistes et trotskistes et en allant jusqu'aux représentants de la droite, du centre-droite. Et c'est pour ça qu'il a remporté les élections. Mais maintenant, nous avons une situation que vous pouvez aimer ou pas, mais en tout cas, nous voyons la façon dont le gouvernement entend donc poursuivre dans le pouvoir, maintenant que Bolsonaro est en prison, même s'il est exculpé, il ne pourra pas se rendre aux élections en octobre. Et
Maintenant, nous voyons que son charisme n'a été vraiment touché. Alors, même rien que prononcer le nom de Bolsonaro pourrait peut-être donc stimuler les plus conservateurs, mais je ne vois pas les choses si faciles que ça. Par rapport aux élections au Congrès, nous pouvons voir un Congrès qui sera tout au moins aussi conservateur que celui que nous l'avions avant, peut-être plus conservateur. Nous avons aussi la centre, la grande centre, centre droite plutôt. Ce sont des partis conservateurs qui ont une idéologie assez fluide et qui donnent leur soutien à n'importe quel gouvernement selon les prix à payer. Et donc, vous avez Lula versus Bolsonaro. Et je pense que l'attention sera surtout penchée sur les élections du Congrès. Et il y aura la question aussi du financement des élections qui est très importante. Je pense que Lula va gagner les élections, mais cela dépendra aussi, son gouvernement dépendra aussi du Congrès conservateur qui sera élu pour les années à venir. Oui, tout à fait. D'accord, je comprends que ce sont là des éléments vraiment saillants. Lula est un homme assez intelligent. Il est capable de faire des manœuvres politiques brillantes et il a géré Trump d'une façon assez remarquable, mieux que d'autres leaders dans le monde. Par rapport à l'Europe, par exemple, il a pu donc transformer une conflagration potentielle à une amitié. Et ici, connaît tous ces gens au Brésil, peut-être qu'il serait d'accord, mais l'économie, bon, je pense qu'il y aura quelques défis par rapport à la croissance et l'inflation, pour la première fois, a rebondi à 4,4% et le chômage est relativement peu élevé. Alors, les choses ne sont pas si mauvaises, mais ce qui est remarquable, c'est la façon dont Jair Bolsonaro s'acharne n'importe qui s'oppose, qui veut participer aux élections. Et la droite est fragmentée. Il y a Maguayas qui peut avoir un peu de chance, mais il y a là une faiblesse structurelle. Peut-être Lula va perdre, mais bon, c'est à voir. Passons maintenant à l'Argentine. C'est étonnant de voir les parallélismes aussi avec les États-Unis, mais il y a des différences importantes. C'est cet homme qui arrive au pouvoir et qui paraît un peu fou. Ce qui est différent de lui par rapport à Trump, c'est qu'il s'entoure des personnes vraiment compétentes. Alors, vous avez Milley qui fait tous ses actes politiques quotidiens. Tous les jours, il a une conférence de presse. Il parle de ce qu'il a fait au cours de 24 dernières années. Donc, les gens sont contents. Ceux qui le suivent sont contents. Et il y a des gens aussi qui font des changements pour améliorer l'économie.
Euh, il s'occupe de toutes les questions de la fiscalité, des incitations des impôts qui ont permis ce rebondissement de l'économie. Et il a aussi le soutien des personnes dans la rue. Parce que si ce n'était pas le cas, il aurait beaucoup d'ennemis qui se seraient opposés à lui. Mais au cours des dernières années, le parti a la possibilité maintenant de gouverner et nous allons voir qu'il va continuer à s'ancrer sur sur un agenda de réforme plus profonde. Les investissements ont fait beaucoup d'argent, l'inflation a été réduite et maintenant nous voyons des investissements aussi dans l'économie en termes. D'abord, il y a eu l'accent mis sur les exportations, mais maintenant sur l'économie nationale. Et c'est le type d'investissement qui est nécessaire parce que c'est investissement qui crée des emplois. Et il a, avec les réductions qu'il a opérées, beaucoup de gens ont perdu leur emploi sans les filets de sécurité qu'ils pourraient avoir ailleurs. Mais en tout cas, ils ont travaillé de façon collective pour convaincre les investisseurs stratégiques d'investir dans l'économie. Et il y a un peu d'incertitude par rapport à si cette expérience va marcher ou pas. Mais ce qui est intéressant de Milei, en tout cas, est que le prochain gouvernement en Chili, en Colombie, au Pérou ne peuvent pas ignorer les réussites de ces politiques de l'économie libérale. Ailleurs, dans l'Amérique latine, il y avait beaucoup de déficits fiscaux. La COVID a causé vraiment, a eu des répercussions terribles. Maintenant, qu'est-ce que nous voyons chez Milei? Nous voyons que ces politiques ont réussi et peuvent être imitées par d'autres pays de la région. Est-ce que je peux vous faire un commentaire, Gustavo, je peux vous demander de faire un commentaire sur l'Argentine? Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant avec Milei et l'Argentine, c'est qu'en 2025, il était à une position assez commode par rapport aux élections de sa coalition politique. Les États-Unis lui ont aidé à stabiliser l'économie. Les investisseurs commençaient à avoir des doutes par rapport au comportement à long terme de bons de la dette argentine. Donc, Gustave, je ne sais pas si vous nous entendez, mais vous êtes gelé. Est-ce que je peux vous demander quelque chose? Un commentaire de l'Argentine et de Milei, parce que cela est aussi en relation avec la relation avec Trump. Beaucoup de gens en Argentine ont pu voir le soutien de Trump comme quelque chose de positif. Et cela a beaucoup aidé le président Milei par rapport à son taux de popularité. Pas tous les électeurs de Milei, de ceux qui ont voté pour lui, étaient complètement satisfaits de sa performance. Mais après l'annoncement de ces prêts et après les déclarations de Trump, nous avons vu un changement dans les taux d'approbation. Ce serait intéressant aussi pour les autres pays de l'Amérique latine, la possibilité qu'ils auront d'avoir une relation avec Trump pour avoir plus d'approbation lors de leurs propres élections. Peut-être que vous pouvez faire un commentaire. Ça, c'est la joie d'avoir pu vivre Sao Paulo d'un moment à l'autre en été. Bah,
Malheureusement, ça a des problèmes énergétiques. Parfois, nous avons des coupures. Je suis désolée pour cela. En tout cas, je voulais juste mentionner l'incertitude par rapport au millet et sur l'avenir proche. Le fait que l'Argentine ne génère pas encore ses propres dollars pour payer la dette. Donc, nous avons des préoccupations à long terme par rapport à ce type d'économie. Millet espère qu'avec un congrès plus fort, il va pouvoir passer certaines réformes pro-marché, des réformes du travail, qui sont sa priorité après la pause de l'été. Mais nous n'avons pas encore de sécurité, de sûreté par rapport à la possibilité s'il va effectivement pouvoir avoir le soutien des investisseurs en Argentine. À ce moment, l'Argentine continue à dépendre fortement du crédit et ce système est populaire sur le court terme, mais en long terme, cela peut être vraiment coûteux. Et c'est pour ça que je pense que on calcule encore si l'expérimentation Millet a du succès ou pas en Argentine. Oui, je pense que nous allons passer à la prochaine, euh, au prochain pays. Nous avons le Chili. Donc, John, est-ce que tu peux nous parler du Chili? Ben, je pense que j'ai une centaine de cousins. La moitié sont pro-Allende et l'autre moitié sont Pinochet. Et les familles au Chili sont encore séparées politiquement de cette forme. Moi, je rigole avec mes amis chiliens parce que selon leurs informations, la Californie, avec les universités publiques, les autoroutes publiques, est un État communiste. Donc, il faut considérer un peu la discussion chilienne, les politiques, ce qui est à gauche, ce qui est à droite, ce qui est raisonnable. Donc, je pense que Boric a donné un bon sentiment dans son lancement. Nous l'avons vu il y a un temps dans le cercle international. Il paraît un gars assez pragmatique, mais les Chiliens étaient critiques par rapport à cette approche idéalistique, un peu naïf, à son programme, un peu anti-business, si on le veut. Donc, ce que nous voyons maintenant est que la caste représente le type de vote, donc le plan un peu pragmatique, les voteurs pragmatiques qui ne se laissent pas mener par le populisme de l'Amérique latine. Donc, à mon avis, nous avons une mauvaise représentation de ces candidats de droite. Il est un peu ces républicains de la vieille école, un gars assez pragmatique. Et le Chili est aussi une société vraiment avancée par rapport à attentes sociétales par rapport aux problématiques environnementales, à l'éducation. Ils sont vraiment haut dans la hiérarchie de Maslow de besoins. Nous ne pouvons pas vraiment gagner la population par rapport à une rhétorique populiste basique. Donc, je pense que ce qui s'est passé par rapport à l'administration Boric, que beaucoup d'argent, beaucoup d'amis à Miami avec beaucoup d'argent, avec des banques privées, ont acheté, ont acheté ailleurs. Ils veulent que cet argent retourne au Chili. Le Chili a des grosses problématiques. Ça paraît trop le Canada, donc trop de régulations, trop de normes. Il est presque impossible d'être un junior minor au Chili maintenant. Donc, et cela est en croissance. Donc, vous avez besoin d'un coût énorme pour commencer une exploitation minière. Donc, les coûts des permis, on a 200 permis pour commencer, c'est énorme et les mines, et les exploitations minières continuent à avoir des problèmes et donc cela est le pire des ennemis. Nous voyons le CAST nous ramène à un niveau de pragmatisme qui va toucher sur l'argent chilien et qui va pouvoir essayer de faire revenir cet argent au pays, de renforcer la monnaie. Cela est une bonne position pour l'avenir, la transition énergétique et le futur des industries high-tech. Donc, je vois que le Chili a du potentiel, mais beaucoup de travail reste à faire à niveau de régulation, à niveau législatif, pour faire un suivi sur cette promesse du Chili
qu'il soit plus amical par rapport au business. Nous n'avons plus du temps. Est-ce que quelqu'un veut dire quelque chose de plus du Chili? Ben, on va mentionner la Colombie. Donc, j'encourage Ken, mon co-modérateur, à commencer par rapport à la Colombie. OK, j'essaie d'être court et j'en parle toujours de la Colombie. Bah, je vais essayer de ne pas parler beaucoup de la Colombie. C'est exactement ce que je dis tout le temps et après je passe tout le temps à parler de la Colombie. Je viens de revenir de là-bas. J'ai passé 3 semaines là-bas. Et par rapport à ce qui s'est passé au Venezuela le 3 janvier, ben, nous avons eu un sentiment, un peu un feeling par rapport à ce que les Colombiens ressentent. Il y a plusieurs sentiments dans le pays. Avant tout, la honte, un peu la problématique croissante de la Colombie qui revient, la sécurité. Donc, cela touche au système électoral. Cela ne peut pas se libérer d'être un élément principal du système d'élection. Et donc, dans les derniers cycles, la sécurité n'était pas une problématique principale. Mais maintenant, la sécurité est à nouveau au cœur des candidatures du système d'élection de cette année. Donc, cela polarise un petit peu la situation par rapport à la situation politique, comment pouvoir mener, comment pouvoir gérer ce type de situation, des problématiques relatives à la sécurité. Je pense que cela est vraiment partie de la politique colombienne. Et les conséquences de cela est que les statistiques colombiennes ne sont pas vraiment précises, mais les chiffres sont à faveur du candidat de la gauche qui, à la base, est un peu en soutien du mouvement Petros. Nous avons des statistiques 28%, 30% qui dépendent de jour et de la firme qui fait la statistique. Nous considérons que cela se positionne vers la gauche, même encore plus idéologique que Petro, certains pourraient dire. Mais en tout cas, c'est là qu'il se trouve. Deuxième lieu, un peu de points derrière, nous avons Abelardo Despirilla, qui est la définition parfaite d'un populiste de droite. Il a une carrière, bah, il a été avocat d'Alex Saab, avec des relations d'un monde un peu, ben voilà, un peu de ténèbres. Voilà, en tout cas, il est à la droite d'Alvin Uribe, on va le considérer comme ça. Si vous savez quelque chose de la Colombie, vous savez de quoi je fais référence. Cela a été liste des idées constantes. Nous savons les centres, comment est-ce que le centre peut avancer. Les 40% des Colombiens s'identifient comme centristes. Si vous les demandez, les statistiques semblent être consistantes, mais c'est la partie de la population qui ne semble pas se présenter aux élections d'une certaine forme. Les candidats commencent à gagner leur soutien, les choses commencent à se polariser, les personnes passent d'un candidat à l'autre. Mais en tout cas, au centre, nous avons Sergio Fajardo, qui est au troisième dans les statistiques. Il a 9 points. Il était 10, maintenant peut-être 9. Et après, nous avons un grand centre de 7, 8 candidats. J'ai même perdu les chiffres. Au début, il y en avait 100, plus d'une centaine même de candidats. Et après, cela s'est réduit par eux-mêmes parce que beaucoup de personnes se classifient comme centre, depuis la gauche, depuis la droite. On peut dire que nous sommes au centre, plus ou moins. Donc, ils ont passé des élections primaires en mars. Nous aurions en fait les élections en mars et la personne résultante de cette élection va avancer. Donc l'idée est que
beaucoup des Colombiens ne sont pas à l'aise avec la situation actuelle et nous le pouvons voir dans les chiffres. Si nous ajoutons 28 et 26, bah, vous savez, nous arrivons plus ou moins à 40 quelque chose, 40, 50, 45, 46. Nous avons beaucoup de personnes qui ne sont pas satisfaites des candidats actuels. Donc, qu'est-ce qui se passe avec les centres? Quand les personnes le demandent, cela est possible. Et là, il y a la possibilité que quelqu'un du centre défine le centre. Donc, la réponse est, il s'agit d'un jeu de mathématiques. La question donc est, quelqu'un du centre peut arriver au deuxième tour? Ben, dans ces cas, ce serait possible que quelqu'un du centre gagne. Mais la question est arrivée au deuxième tour. Les statistiques ont montré de formes consistantes que nous ne savons pas vraiment si cela est possible. Donc, la meilleure chance de victoire dans le deuxième tour serait Fajardo, pour beaucoup de raisons, elles sont évidentes. Mais à ces points-là, il y a aussi la tradition politique colombienne, beaucoup d'accords qui se font et des formes claires. J'imagine à droite, Alvaro Uribe, qui est un peu un, un créateur de roi, si on veut le dire de cette forme. Nous ne pouvons pas imaginer une situation dans laquelle il n'est pas impliqué, il n'est pas à côté de la personne qui gagne les primaires dans la partie de droite. Donc, Parardo, ben, on ne sait pas comment, dans les consultations, dans les centres, il y avait un syndrome stress post-traumatique il y a 4 ans. Ben, il a été maltraité. Cela n'a pas aidé sa candidature à ces moments-là, mais il est ouvert à l'idée de peut-être travailler avec quelqu'un, avoir des conversations avant ou après la première ronde. Donc, nous allons voir quel type d'accords vont surgir dans cette situation, mais surtout dans les problématiques principales, nous trouvons la sécurité. Nous avons eu pas mal de conversations avec personnes du centre, de gauche, droite, dans les derniers mois et nous savons que la sécurité est vraiment au cœur de la candidature des élections présidentielles de cette année. Donc, là, le système de santé, la réforme des pensions, mais ça, c'est, bien sûr, il y a d'autres problématiques, mais personnes sont surtout préoccupées par rapport à ces 3 éléments. Donc, en termes, si nous voulons parler du Venezuela, nous devons voir qu'est-ce que cela va donner. Parce que les personnes du centre sont en train de vendre cette idée de proximité de Trump. Donc, l'ex-ambassadeur des États-Unis, l'ex-ministre de Défense, nous allons voir comment euh, cela termine. Et je vous invite à suivre notre série sur le centre colombien et l'analyse et l'évaluation des élections. Nous avons encore 2 domaines nous ne pouvons pas ignorer. Eduardo, est-ce que je peux juste avoir une petite vision du Pérou et après, je veux avoir quelques commentaires du Caribe et après, nous allons fermer avec une question pour les panélistes. Le Pérou est un pays assez bizarre, hein, même dans le contexte latino-américain. Et le Pérou a une caractéristique assez importante. Ce n'est pas le Chili où tous les aspects des institutions sont ainsi prévoyables, pratiquement dans tous les aspects. Mais le Pérou se trouve parmi les institutions, on compte parmi les institutions économiques le plus reconnues de l'Amérique latine. Et, et en fait, il y a une blague au Pérou, donc il serait très difficile d'avoir un président péruvien qui ne soit pas donc aligné sur cette pensée, parce que sinon il irait en prison. Mais en tout cas, si vous regardez les pays développés dans le monde, ils ont la plupart d'entre eux en régime parlementaire. Euh, la France a un régime hybride, les États-Unis un régime présidentiel, mais quand vous voyez la plupart des pays réussis du monde ont donc, comme je vous ai dit, un système parlementaire. Mais au Pérou,
vous avez donc un changement vers le système parlementaire. Il n'y a pas de parti politique au Pérou. Vous avez plutôt une coalition des politiciens. C'est comme si vous aviez un régime parlementaire, entre guillemets, parce que vous devez avoir les gens contents pendant qu'ils font leur travail. Et par rapport aux politiques économiques, je pense que le Pérou est l'un de ces pays qui est à l'aise avec ce qu'ils ont parce qu'ils peuvent renvoyer n'importe quel leader s'il sort de la tendance économique prédominante. Oui. Maintenant, par rapport à la Caraïbe est une région assez vaste. Je voudrais citer certains aspects. Premièrement, avec le déclin en tourisme, le COVID a eu un impact important sur les Caraïbes et ils ne sont pas très bien placés à l'heure actuelle. En deuxième lieu, vous avez besoin d'un modèle économique différent du tourisme parce que il faut diversifier l'économie et aussi se centrer sur le secteur de la fabrication si possible. Et d'autre part, mm, par rapport aux politiques, vous voyez certaines sophistications. Euh, les ouragans ont causé des ravages dans les Caraïbes et la Jamaïque a pu acheter des bons pour se prémunir des désastres avec l'aide des banques multilatérales, mais si cela n'avait pas été fait, eh bien, les conséquences auraient été encore plus graves. Il y a tout un système financier qui a permis au pays d'avoir certains fonds pour sa reconstruction. Donc, c'est quelque chose du changement climatique qui est à retenir. Et pour les Caraïbes, il va falloir voir quels seront les instruments financiers qui pourraient aider à gérer ce même risque ailleurs. Aussi, par rapport à Trinidad et Tobago et son avenir, vous voyez maintenant une réduction de la production de ressources naturelles, tout particulièrement le pétrole. Donc, il faut se poser la question de l'avenir après l'ère pétrolière et tout ce qui pourrait en découler. Effectivement, il y a la question de l'expertise en matière du développement des équipements spécialisés, de l'ingénierie nécessaire, des services existants en Trinidad et Tobago et la façon dont tous ces actifs pourraient être utilisés à l'avenir. Et finalement, un événement qui n'est pas souvent soulevé au Venezuela et ce qui se passe avec la Guyana, le Guyana. Il y a de plus en plus de pression de la part du Venezuela par rapport au territoire qui est en dispute. Et cela est un thème à regarder, c'est très important. Peut-être les États-Unis, si leur démarche réussit, peut-être ils seraient plutôt découragés à insister sur la question de la frontière et de les zones pétrolières productrices sur Guyana. Mais bon, c'est à voir ce qui va se passer, mais je pense que selon la façon dont l'économie sera orientée, nous allons voir comment les priorités les plus urgentes vont se façonner. Merci beaucoup. Une toute dernière question. Je voudrais que vous fassiez un commentaire en guise de conclusion par rapport à la région. Si vous deviez faire un commentaire par rapport à tout ce que nous avons soulevé, quels seraient ces commentaires? On commence par vous, Eduardo. Oui, effectivement, je voudrais faire un petit résumé de ce qui a été soulevé, mais qui n'ont pas été peut-être abordés de façon plus exhaustive. Probablement, il va y avoir dans la région des nouvelles impositions tarifaires de la part de la Chine. Et
la Chine, au cours de la dernière décennie, est devenue le centre manufacturier du monde. Et ils sont habitués à donc orienter la production dans d'autres pays. Mais au fur et à mesure que ces mesures deviennent plus industrialisées, peut-être vous allez voir qu'il y aura plus d'usines, surtout dans les petites villes. Et cela va changer la façon dont les gens font des affaires avec la Chine, parce qu'il y aura une réindustrialisation des Amériques. Donc, cet essor dans les petites villes dans toute l'Amérique, les Amériques, va avoir effectivement des implications importantes. L'Amérique latine va avoir donc besoin de plus de ressources. Effectivement, euh, si vous voyez un peu ce qui s'est passé dans la décennie des années 30, 40, 50, vous allez voir que l'Amérique latine a eu, disons, une très bonne performance pendant ces décennies. C'était les années dorées, mais c'est à voir par rapport à l'avenir. Et maintenant, je pense que le Canada va compléter très bien la région. Le Canada et l'Amérique latine peuvent établir une coopération intéressante. L'Amérique latine et a un bonus démographique important. Le système de pension du Canada et de l'Amérique latine sont assez complémentaires aussi. Alors, je pense que la question de la démographie sera un thème très intéressant qui vont susciter des événements au cours des prochaines décennies qui seront positifs. Moi, je voudrais faire un commentaire par rapport aux informations des États-Unis sur l'Amérique latine. Si vous voulez vraiment comprendre ce qui se passe en Amérique latine du point de vue politique, cela n'a rien à voir avec ce que Washington projette. La dernière fois où toute la région a été touchée de façon plus ou moins homogène a été pendant la COVID. Mais il y a eu des quarantaines très strictes, très strictes. Et nous avons vu que suite à la COVID, une trentaine d'années d'avancement a été perdue en Amérique latine. Et pourquoi? Parce que même si nous avons une population qui est professionnellement similaire, nous avons 70% de l'économie qui maintenant euh, faisait tourner l'économie, 70% de l'économie informelle. Et il faut savoir aussi que nous avons sept populistes qui dirigent les pays, les économies les plus grandes en Amérique latine. Les institutions ont tenu le coup, mais nous voyons maintenant un virement vers la droite et non seulement ça, il y a aussi la participation des technocrates qui ont une vision beaucoup plus pragmatique des gouvernements. Ce n'est pas seulement le cas pour l'Amérique latine, c'est aussi le cas pour le Canada, pour en Europe, la déréglementation combinée dans différents pays, différents gouvernements va réduire les coûts et cela va augmenter les impôts en Amérique latine et pour les 3 ou les 4 ans à venir. Donc, je pense que ce sera positif pour la région, mais il va falloir aussi voir ce qui va se passer à Cuba. Et je voudrais vous dire aussi que le Venezuela et Cuba n'ont pas d'importance pratiquement du point de vue économique pour l'Amérique latine. Ils ont d'importance par rapport à la politique, par rapport au niveau social, mais du point de vue économique, je pense que cela n'a aucune importance pour la région. Oui, effectivement, c'est le cas, mais je pense que ce sont des pays importants du point de vue idéologique. Il faut faire attention avec cela. Pour ce qui est du cas du Mexique, le gouvernement mexicain a un peu joué avec l'idée de défendre le Venezuela, mais avoir en même temps une bonne relation avec les États-Unis. Et je pense que cela sera un peu difficile dans les mois à venir, tout particulièrement avec les États-Unis et les USMCA et la renégociation
Mais donc, il faut faire attention là-dessus. Et ce qui se passe dans la région, non seulement dans la région, mais dans le monde entier, c'est qu'il y a un changement. Et moi, je vois qu'il y a des gouvernements qui vont peut-être suivre la logique économique et dire qu'ils vont donc adhérer à ce style nationaliste et populiste lorsqu'ils verront que leurs propositions politiques sont mises à mal. Donc, il va falloir faire attention parce que nous allons voir des changements importants par rapport aux politiques, surtout s'ils veulent rester au pouvoir. En Amérique latine, nous l'avons vu au cours de la dernière décennie, et cela se passait très rapidement, et le changement de la gauche vers la droite va se faire beaucoup plus facilement. Mais c'est aussi très facile d'aller d'un gouvernement démocratique à un gouvernement dictatorial. Et nous avons le cas du Venezuela, qui en est un exemple très clair. Le changement au Venezuela, eh bien, nous devons arrêter de penser au Venezuela comme un changement de régime, hein. Bon, peut-être cela va changer dans la mesure où cela sera convenable pour les gens au pouvoir. Et rappelez-vous que les personnes qui sont au pouvoir maintenant font toujours partie de l'administration de Maduro. Rien n'a changé. C'est exactement, ce sont les mêmes personnes. La seule chose qui a changé maintenant, c'est que ils ont peur d'être poussés du pouvoir euh, à cause de Trump. Et pour les Vénézuéliens, peut-être la chose ne va pas changer. Et c'est pourquoi nous voyons qu'il y a des Vénézuéliens qui sont sceptiques par rapport à ce qui se passe maintenant. Gustavo est toujours avec nous. Peut-être si vous pouvez faire un commentaire rapide. Oui, une fois de plus, je suis vraiment désolée pour les problèmes techniques. À chaque fois que nous avons une tempête au Sao Paulo, nous avons ce type de problème. Ce que je voulais mentionner par rapport aux commentaires de John, par rapport aux politiques et l'Amérique étant locale, cela est merveilleux à entendre pour quelqu'un qui produit des nouvelles de l'Amérique latine pour les étrangers. Mais à un moment aussi important de signal d'optimisme au Brésil, nous avons vu que la réforme des impôts va être implémentée. Cela va responsabiliser certaines parties de la population. Nous allons nous ouvrir beaucoup plus au commerce et c'est un scénario sur lequel nous pouvons vraiment jeter pas mal d'optimisme. Donc, merci beaucoup, Eric. Je vais terminer avec toi, Jonathan. Oui, je veux parler du Canada et du CUSMA en soi et de l'ASEOM, donc l'accord Canada, États-Unis, Mexique, mais aussi les autres pays du monde, le Japon, les Européens, tout le monde, à exception de la Chine, a négocié et a été d'accord avec une asymétrie radicale dans des accords de commerce, avec une Europe dans une mauvaise position, les 15% des États-Unis. Donc, cela ne va pas travailler, ne va pas marcher avec les Canada. Nous sommes à 2 heures de Buffalo. Mark Carney essaie de négocier un accord de commerce vraiment difficile, un pays qui essaie de négocier avec les États-Unis, qu'ils veulent quelque chose de forme réciproque, cela ne va pas marcher. Donc, par rapport à l'ASEOM, cet accord a une fondation. Mais nous ne devons pas prendre à la légère le défi que cela peut signifier dans les nations du marché, l'Europe et l'Asie en dehors de la Chine, qui ont un peu abandonné leur volonté aux termes et conditions des États-Unis. Donc, j'essaie de montrer une perspective encore plus haute par rapport au monde dans lequel nous nous trouvons. Qu'est-ce que nous avons besoin? Qu'est-ce qu'il a besoin de voir se passer? Je suis vraiment d'accord par rapport au fait que nous avons des moments de l'histoire où l'Amérique latine a vraiment avancé. Mon grand-père disait qu'en Montréal, dans le 1920, une personne riche était un Argentin. Et il y avait une raison par rapport à cela, parce que dans ces moments-là, il y avait deux choses à faire, la construction et le réarmement. Ils étaient en train de construire et de réarmer.
Et c'est exactement ce que le monde est en train de faire maintenant. Donc, bien sûr, on essaie de passer ce message, de ne pas combattre, de construire. C'est absolument le cas dans le Canada, dont la construction a besoin de certaines choses et l'Amérique latine a certaines choses. Et ça, c'est ce qui s'est passé dans les 1920 et 30, dans les années 20 et 30. Donc, je vois une avancée par rapport à cela, une augmentation potentielle et aussi particulièrement dans ces moments de la démocratie, il y aura de la prospérité. Oui, mon message final, bah, en fait, il y en a plusieurs, des pensées que je veux partager avec vous, des réflexions. Je veux un peu euh, donner une tournure à ce que vous venez de dire. Je ne vais pas interpréter les résultats des élections en Colombie. Je vois le Brésil, je vois des référendums. Je ne suis pas vraiment sûre par rapport à l'hémisphère, si cela va à gauche ou à droite. Je ne sais pas vraiment en précision ce qui se passe, mais on parlait de cette vague rose par rapport aux dynamiques des pays, les aspects en commun, les différences qui sont au-delà de mon analyse. Mais en soi, mon message est par rapport à la relation le développement de la relation entre Marc Carney et Lula. Et là, il y a eu des moments des tweets vraiment chaleureux de Lula vers Mark Carney au moment du G7. Lula a invité, ben, selon les tweets de Lula, Mark Carney a été invité au Brésil et selon Mark Carney, c'est lui qui a accepté. Selon toute cette situation, cela va se passer en printemps. C'est une déclaration du bureau de Mark Carney. Cela n'a pas vraiment avancé, mais il y a eu un moment de chaleur entre les deux qu'on croit que cela peut mener à une collaboration dans une certaine, euh, dans des thématiques spécifiques. Et je pense que quelque chose d'important pourrait se passer. Nous pouvons voir une proximité croissante dans ces deux pays, dans une relation qui n'était pas vraiment bonne dans le passé. Ils n'étaient pas en bon terme dans le passé, et maintenant cela peut avoir une nouvelle, euh, un nouveau pas. On va fermer peut-être avec cela. Je suis vraiment désolée pour vous avoir maintenu ici un peu plus tard de l'idée. Merci à tous nos panélistes, Jonathan, Eric, Solange, Jeune, Eduardo et Gustavo du Brésil. Merci beaucoup aux sponsors aussi. On vous verra bientôt. Merci.